Bonjour, bienvenue dans Chaleur Humaine, je suis Nabil Wakim. Alors quand on est journaliste, à force de travailler sur certains sujets, on développe parfois des obsessions un peu bizarres. Moi par exemple, quand j'étais journaliste politique, j'étais devenu dingue avec la carte électorale et les découpages de circonscription des députés. Bon, chacun son délire. Ma collègue Aline Leclerc, qui travaille au service économie, elle, à une époque, elle a développé une passion pour les fonderies. À tel point que dans les conférences de rédaction, on se moquait gentiment d'elle en les appelant les fonderies d'Aline. Mais en fait, c'est parce qu'elle avait compris avec un peu d'avance ce qui était en train de se passer. Dans ces usines situées un peu partout en France, s'est joué une sorte de plan social discret mais assez important, tout ça au nom de la transition climatique. Pour le dire rapidement, les fondeurs fabriquent des moteurs diesel pour les voitures thermiques et avec le basculement vers l'électrique, les grands groupes ont dit « Non merci, on n'en veut plus de vos trucs, au revoir ». Bien sûr, c'était pas toujours vrai. Parfois, c'était juste un prétexte pour délocaliser la production dans un autre pays. Mais cette histoire m'est restée dans un coin de la tête parce qu'elle montre bien que le monde du travail, en fait, il est déjà en train d'être bousculé par la transition climatique. Et parfois, quand on s'en rend compte, c'est trop tard. Les usines ont déjà fermé ou les emplois ont déjà disparu. Ce qui fait, au passage, que ce bouleversement peut apparaître à des salariés comme une menace plus que comme une chance. Si on en croit les calculs du secrétariat général à la planification écologique, vous vous rappelez peut-être qu'on avait reçu ici Antoine Pellion, la transition pourrait occasionner la perte de 250 000 emplois et la création de 400 000 autres d'ici à 2030. Mais c'est vrai que ce genre de présentation, moi, ça me paraît toujours un peu théorique, j'avoue. Comment le monde du travail est-il bousculé par la transition climatique ? Est-ce que les entreprises sont prêtes à s'adapter aux canicules ? À quel point se battre pour le pouvoir d'achat des travailleurs et pour la neutralité carbone, c'est vraiment compatible ? Et que peuvent faire les salariés pour faire avancer les choses, pour aller dans la bonne direction ? Voilà, c'est de cela dont nous allons parler dans cet épisode de Chaleur Humaine. Marie-Lise Léon est secrétaire générale de la CFDT, le premier syndicat français, depuis 2023. La centrale syndicale participe depuis 2019 à une alliance qui s'appelle le Pacte du pouvoir de vivre et qui réunit des organisations sociales et écologiques. Bonjour Marie-Lise Léon. Bonjour. Si on commence par le début, en fait, pour décarboner l'économie, il faut qu'on ait une économie qui émette beaucoup moins de gaz à effet de serre. Et ça, c'est vrai que quand on réfléchit, on se dit un certain nombre de pans de l'économie, l'industrie par exemple, ça émet beaucoup. Et donc, si on émet moins, en fait, est-ce que ça veut dire que nécessairement il faut se débarrasser de plein de secteurs, plein d'usines, plein d'emplois qui contribuent au réchauffement climatique ? Il faut faire évoluer les secteurs d'activité. Il faut réussir à faire transitionner un certain nombre de secteurs d'activité. Mais là où on est encore, je pense, pas assez armé, c'est la façon dont on accompagne les emplois et les personnes qui travaillent dans ces entreprises. Aujourd'hui, la question sociale, la question des emplois, des compétences, en général, c'est la dernière chose qu'on traite lorsqu'on va aborder la question du changement d'une activité. Je prends l'exemple, pareil, la filière automobile. On parle beaucoup de la transition du secteur du thermique vers l'électrique. On parle beaucoup d'appareils de production, on parle de localisation des usines, mais qu'est-ce qu'on fait des personnes qui sont au cœur de ces usines qui les font tourner ? Aujourd'hui, il y a trop peu de visibilité et d'anticipation en fait sur l'évolution de ces métiers. Et en fait, il y a un vrai sujet autour de la capacité des employeurs à donner un peu de visibilité, voire même beaucoup de visibilité sur l'avenir de ces personnes. Et je pense que l'une des difficultés qu'on a aujourd'hui, c'est que on ne raconte pas aux personnes qui sont directement concernées en quoi elles peuvent être utiles dans cette transition, dans cette transformation. Et le fait qu'elles aient pas cette visibilité, c'est qu'elles ne se sentent pas actrices en fait de cette évolution. Et je pense qu'on a aujourd'hui besoin d'être beaucoup plus en anticipation et de pouvoir embarquer tout le monde. Et c'est pour ça que moi, en tant que responsable d'une organisation syndicale, je dis le monde du travail a une carte à jouer majeure dans cette transformation écologique et on est trop peu associés pour le moment. Mais est-ce que ça apparaît pas comme un discours un peu théorique pour beaucoup de salariés aujourd'hui qui sont dans des secteurs concernés ? En fait, ils peuvent quand même sentir que la transition, ça se joue contre eux. Quand on est quand on travaille dans une raffinerie et qu'on nous dit, en fait, les raffineries, il
il faut pas vraiment qu'elles aient d'avenir parce qu'on veut plus de produits pétroliers quand on travaille dans la chimie, quand on travaille, même prenez l'exemple récemment des gens qui distribuent les prospectus publicitaires et qui disent bah voilà, à cause de la loi qui a été votée sur le fait qu'on arrête de gâcher autant de papier pour les distribuer dans les boîtes aux lettres, bah il y a des milliers d'emplois qui vont être supprimés, qui sont des emplois souvent à mi-temps, pas très bien payés, tout ça. Bon bah en fait tous ces gens-là, ils se disent en fait tout ça c'est pas pour nous, c'est ça se joue contre nous. Ouais, c'est exactement le sentiment que peuvent avoir de façon tout à fait légitime. Par exemple, les salariés de ExxonMobil à Port-Jérôme, aujourd'hui, on leur a annoncé quasiment du jour au lendemain, votre boîte, elle va fermer. C'est 600 emplois directs, 1200 emplois indirects qui sont menacés sur le bassin de Normandie. Et à part leur dire on vous donne un chèque et vous allez voir ailleurs, c'est absolument délétère en termes de transition écologique juste. C'est justement cette question de la justice sociale. Moi, je pense que les salariés aujourd'hui, y compris ceux qui travaillent dans ces secteurs qui doivent évoluer et muter, pour certains disparaître, pour renaître différemment, les salariés, ils sont, moi je pense, bien plus près qu'on ne le pense à être au cœur de cette transformation écologique. Les travailleurs sont aussi des citoyens et des citoyennes qui voient bien qu'à un moment, le changement climatique, ça a un effet directement sur leurs conditions de travail, sur leurs conditions de vie, sur leur mode de consommation. L'entreprise, elle n'est pas hors sol, elle n'est pas en dehors de la société. Donc, les salariés qui entendent régulièrement et qui sont convaincus que le changement climatique doit être mieux pris en compte, y compris dans leurs activités professionnelles, ils sont prêts à faire une partie du chemin si on leur dit comment y accéder. J'ai une collègue belge avec qui je travaille beaucoup qui me disait, Marie-Lise, en fait, le problème de la transition écologique, c'est qu'on demande aux salariés de traverser une rivière sans s'assurer qu'ils savent nager ni de connaître la profondeur du fond. C'est exactement ça. Et je trouve que c'est totalement délétère d'avoir des entreprises comme ExxonMobil qui a des moyens financiers, qui annonce les choses au dernier moment, qui ne veut pas entendre parler d'une reconversion quelconque du site et qui en plus négocie un plan social à minima, qui se fait d'ailleurs retoquer par l'administration parce que ils veulent dépenser le moins possible. Donc là, c'est exactement le contre-exemple de ce qu'il faudrait faire. Et moi, quand on n'est pas salarié de ce secteur-là et qu'on regarde les émissions de gaz à effet de serre de la France, on se dit une raffinerie en moins, c'est toujours ça, d'émissions en moins. C'est-à-dire, je le dis volontiers de manière un peu provocante, mais en fait, d'une certaine manière, est-ce qu'à un moment donné, pour faire baisser les émissions, aussi, il faut qu'il y ait un certain nombre d'activités qui s'arrêtent. Mais oui, mais ça, les salariés, y compris des secteurs pétroliers, des énergies fossiles, ils en ont tout à fait conscience. Moi, j'avais eu un débat avec des salariés de chez Total Energy qui me disaient, alors parce qu'on a beaucoup de débats en interne sur cet enjeu de la transition écologique juste, nous, comment, à notre échelle, on peut le porter de l'intérieur des entreprises et dans les administrations. Et quand on est dans une assemblée avec une centaine de militants qui bossent vraiment au quotidien et qui vivent de cette activité, c'est pas forcément facile. Ils ont été extrêmement à l'écoute, ils sont prêts à s'engager, à condition qu'on leur dise demain c'est quoi mon avenir. Et quand on discute avec un des collègues d'Argélis, par exemple, qui est une des filiales de Total, c'est les personnes qui travaillent dans les stations-service, et bien, quand on explique qu'il faut de la transition écologique juste, ces salariés me disent t'es sympa avec tes discours, mais moi concrètement, qu'est-ce que je deviens s'il n'y a plus d'essence à distribuer? Et ben, de dire c'est justement, regardons ce qu'est ton métier aujourd'hui, l'activité, quelles sont tes compétences et comment on t'accompagne et on accompagne l'ensemble des salariés qui vont être concernés par cette transition. Comment on fait en sorte que vous retrouviez un emploi de qualité, que vous puissiez être reconnu dans vos compétences. Donc ça nécessite du temps et ça nécessite du coup que les entreprises jouent le jeu de l'anticipation et du dialogue social. Oui, on va reparler de cette histoire d'anticipation, je pense que c'est un point important, mais avant, j'aimerais bien qu'on s'arrête sur un autre aspect de cette transition, qui est la question de l'adaptation, parce qu'en fait, il n'y a pas simplement le fait de se décarboner, d'utiliser moins d'énergie fossile, il y a aussi le fait que pour plein de travailleurs, de travailleuses, en fait, on est déjà confronté à des plus fortes chaleurs, à des conditions de travail qui peuvent être rendues compliquées par le changement climatique. Ça, est-ce qu'il y a déjà aujourd'hui des entreprises ou des secteurs dans lesquels on y travaille sérieusement ? Alors des entreprises qui travaillent sérieusement, il y en a parce qu'il y a des équipes syndicales qui s'en préoccupent. Et là, on est au cœur de notre action. C'est la question de la défense des conditions de travail.
Ça, c'est le syndicalisme qui s'occupe aussi de la transition écologique juste. Vous aviez évoqué la question lorsqu'il y a des fortes chaleurs, on travaille dans le BTP, une canicule à 40-45 degrés, comment on fait pour travailler. Les fortes chaleurs peuvent avoir aussi des impacts sur le fait qu'on travaille dans les services. L'informatique, on doit arrêter des serveurs. Lorsque on doit arrêter, par exemple, des lignes parce que les armoires électriques, elles n'ont pas été fabriquées pour pouvoir supporter ces chaleurs. Un autre exemple, parce qu'on travaille beaucoup sur la question des accidents de travail chez les bûcherons. C'est un secteur d'activité où il y a beaucoup d'accidents de travail et il y en a de plus en plus. On a observé avec le réchauffement climatique, les arbres changent dans leur composition avec la sécheresse. Ils sont plus vulnérables, par exemple, aux parasites. Et on se rend compte que dans la découpe, ça a une incidence sur le métier de bûcheron et qu'il y a plus d'accidents depuis quelques années dans les forêts particulièrement concernées par la sécheresse. Donc en fait, c'est un sujet de maintenant, le changement climatique. Pour beaucoup de citoyens, de citoyennes et de travailleurs, c'est un sujet de 2024. C'est pas quelque chose qu'on peut renvoyer à des années. Et lorsqu'on arrive à mettre ce sujet sur la table, je pense par exemple à une entreprise comme Eram qui a négocié un accord canicule parce que travailler dans une usine qui fabrique, qui travaille sur la maroquinerie par 40 degrés, c'est pas vrai que le travail est le même que quand il fait 20. Donc il y a eu des négociations autour de l'adaptation des conditions de travail, l'aménagement de pause, la mise à disposition de pouvoir se désaltérer plus régulièrement, etc. Et puis, ce qui est difficile à faire passer comme message aujourd'hui, moi je trouve dans les entreprises, c'est qu'on n'est pas dans de la gestion de crise. On doit être dans de la prévention. C'est-à-dire que moi je suis convaincue que ces épisodes climatiques extrêmes, ils vont être plus nombreux et ils vont être plus intenses. Et donc, les effets sur le travail vont être quasiment pérennes. Et donc, il faut l'intégrer dans les nouvelles organisations du travail. Nous, c'est ce qu'on porte comme négociation. Ça peut aller jusqu'à changer les horaires de travail pour que les gens se déplacent à des horaires où il fait moins chaud ou qui travaillent, par exemple, plus le soir, tard et la journée. Enfin, ça a des impacts en série derrière. Aménagement d'horaires, recomposition des équipes aussi. Se dire plutôt que de travailler à 4-5, on se renforce ou on fait des tours, on fait tourner les équipes, des rotations plus fréquentes. C'est tout ça qu'il faut pouvoir inventer. Et il n'y a rien de mieux que de pouvoir dialoguer sur le travail réel et de pouvoir négocier des accords en fonction des situations concrètes. Mais ça, vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, et les équipes syndicales commencent à s'en saisir, tous syndicats confondus, et il y a du répondant de la part des pouvoirs publics ou des entreprises sur cette question-là, parce que quand on avait fait une série d'enquêtes sur l'adaptation dans le monde, mes collègues qui avaient travaillé par exemple sur l'éducation, disaient voilà, en fait, il n'y a pas de plan d'adaptation pour les conditions d'accueil des jeunes enfants, par exemple, les jours de canicule. Mais en fait, en réfléchissant, on se rend compte qu'il n'y en a pas non plus pour les enseignants eux-mêmes qui peuvent travailler parfois dans des conditions où, quand il fait 40 degrés dans une salle de classe toute la journée pendant une semaine, en fait, on finit la semaine sur les genoux, si on arrive à la finir. Est-ce que ça, vous avez l'impression que là-dessus, il y a quand même un début de vision d'ensemble qui se met en place ? Non, la vision d'ensemble, elle est difficile à avoir. On a du mal à avoir la photo globale. Il y a quelques initiatives encourageantes. Mais globalement, les employeurs, qu'ils soient publics comme privés, ils sont plutôt sur la question de la crise ponctuelle qu'il faut gérer. On le voit par exemple avec les inondations, des entreprises totalement arrêtées, comme on a pu le connaître dans les Hauts-de-France, avec des épisodes qui se sont répétés, des entreprises qui doivent se mettre à l'arrêt et qui comptent sur des dispositifs comme l'activité partielle pour pouvoir maintenir les emplois. Ce sont des entreprises qui doivent se poser la question de façon pérenne de comment répondre à ces phénomènes. Et donc, on est plutôt sur de la gestion de crise ponctuelle que dans une véritable projection de se dire aujourd'hui, les conditions vont être différentes. On doit adapter le travail et adapter aussi la façon dont on produit, la façon dont on se déplace, la façon dont on consomme. Ça, c'est insuffisamment aujourd'hui pris en compte. Je voudrais revenir un peu sur cette histoire de frottement entre parfois ce qui peut apparaître les intérêts des salariés et les besoins de la transition. Moi, j'avais travaillé par exemple sur le sujet de la reconversion de la raffinerie de Total Énergie à Grandpuits. Donc Total avait dit maintenant, ça va plus être une raffinerie de pétrole, ça va être une raffinerie qui fait d'autres choses, qui
polluent moins. Et les salariés, comme il y avait des suppressions d'emplois, avaient dit on va essayer de construire un projet alternatif. Donc ils avaient essayé de voir avec des mouvements écologistes, avec des cabinets de conseil, etc. Mais finalement, il n'y a pas grand-chose qui en était sorti. Et en regardant avec mes collègues, on se rend compte que dans beaucoup de cas comme ça, en fait, il y a une difficulté à proposer une alternative, notamment dans l'industrie, pour dire on veut conserver un site industriel, mais en même temps, on veut qu'il soit bien sur le plan environnemental. Est-ce qu'en fait, il n'y a pas un chaînon manquant là-dedans sur la capacité à dire, on veut des projets alternatifs aux sites les plus polluants pour les transformer dans quelque chose de bien, mais on ne sait même pas à qui s'adresser pour le faire. Mmh. Oui, il y a pour ce type de projet, moi je pense que, notamment côté pouvoir public et côté entreprise, il y a encore trop un réflexe à utiliser les vieilles recettes, c'est-à-dire essayer de reproduire des choses que l'on connaît, aller sur une activité qui est identifiée, s'inspirer de ce qui a pu être fait par ailleurs, mais et du coup, et je pense que les pouvoirs publics, eux, ont une difficulté à accompagner ce type de projet. À faire confiance à des acteurs qui ont envie de s'engager et de construire un nouvel écosystème, se lancer dans une nouvelle activité. Et c'est l'une, je pense, des principales difficultés de cette transformation écologique, c'est que il faudrait totalement réinventer la façon de travailler ensemble et la façon de se projeter et de ne pas forcément être complètement sûr de là où on va atterrir, mais en tout cas de se dire il faut se lancer dans la transition. Mais ça ressemble à quoi? Parce que pour des salariés, ça peut être un peu inquiétant l'idée de se dire en fait on sait pas exactement où on va atterrir, mais venez, on va en discuter tous ensemble. Enfin, ça peut apparaître aussi comme, ça peut susciter de la méfiance. Ouais, ça peut susciter. En même temps, si on les rend acteurs, je pense que ça change largement la donne et on va être le cœur du réacteur. Je pense que c'est les enjeux démocratiques, c'est comment on réussit à embarquer tout le monde et à faire en sorte que tout le monde puisse prendre part au projet, se sentir concerné, se sentir embarqué et puisse se dire je suis un des maillons de réussite de ce projet. Et puis je pense que ce qui manque aussi, c'est plus qu'un maillon, c'est une façon aussi de ne pas tout traiter à travers un tableur Excel, c'est-à-dire que il faut pouvoir accompagner et plus et mieux accompagner des initiatives locales pour pouvoir faire en sorte de se lancer dans d'autres aventures, dans d'autres transformations d'activités. Et ça veut dire qu'il faut un peu plus faire confiance aux acteurs locaux et puis mettre des moyens pour réussir à construire ces projets. Mais est-ce que vous avez en tête des endroits dans lesquels il y a des projets qui ont pu aller dans cette direction-là, qui vous ont semblé justement à la fois prendre en compte les intérêts des salariés et mener ou commencer à mener cette transformation-là d'une manière démocratique? Nous, on prône beaucoup le sur-mesure. J'évoquais la question de la transformation de la filière automobile. Aujourd'hui, faire muter un secteur d'activité comme cette filière, d'aller du constructeur jusqu'au sous-traitant, passer du thermique à l'électrique, quand on est en Hauts-de-France, quand on est en Centre-Val de Loire, quand on est en Bourgogne-Franche-Comté ou en Nouvelle-Aquitaine, les réalités sont très différentes. Donc en fait, je pense que ce qui est important, et on y travaille par exemple dans les Hauts-de-France avec des acteurs locaux, comment on sensibilise déjà l'ensemble des acteurs de la chaîne et de la filière. Moi, j'ai encore rencontré il y a peu de temps des salariés qui travaillent chez un équipementier automobile qui fabrique des pots d'échappement qui venaient d'être informés, en tout cas, que leur activité allait être sacrément perturbée par le fait que, effectivement, une voiture électrique, il y a besoin de beaucoup moins de pots d'échappement. Donc c'est tout ce travail-là. Et par exemple, en Hauts-de-France, on a réussi, nous, à travailler à partir d'une étude qu'on avait travaillé avec la CFDT, le cabinet d'études Syndex et la Fondation pour la Nature et l'Homme, de regarder par secteur grand bassin d'emploi comment on pouvait accompagner ces transitions. Aujourd'hui, le périmètre de mobilité des salariés en moyenne, c'est 30 km. Donc en fait, si on n'a pas cette approche territoriale, on n'arrivera pas. C'est pas en faisant des tableaux théoriques Excel à partir d'une filière globale à l'échelle de la France, du périmètre métropolitain, qu'on va réussir à ces transformations. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait que le type d'emploi
dont on a besoin dans la transition, c'est des emplois qui sont très différents que ceux qui existent aujourd'hui. L'exemple qu'on prend souvent, c'est celui de la rénovation des bâtiments. Travailler en tant qu'artisan, on va chez des gens, ça peut être bien rémunéré, c'est pas tant la question, mais c'est un mode de vie même qui est très différent de travailler chez un sous-traitant automobile où on a des collègues, un CE, une cantine, enfin je sais pas, c'est-à-dire que ça demande aussi un changement qui est pas simplement un changement de compétences, mais aussi quasiment un changement culturel. Et pour beaucoup de monde en même temps, comment on peut s'y prendre pour faire ça ? Ça, c'est un enjeu majeur. Vous pointez à un point vraiment crucial, c'est-à-dire qu'en termes d'accompagnement et de formation professionnelle, aujourd'hui, on sait faire ce qu'on appelle des adaptations à des postes, de formation de quelques jours qui permettent d'adapter des compétences pour des évolutions de carrière, par exemple, ou changement de poste dans une entreprise. Là où on n'est pas équipé aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas faire des reconversions massives. Et passage d'un métier A à métier B qui peut ne rien avoir à voir. Et ça, c'est tout l'enjeu de ce qu'on défend, nous, sur la question des reconversions. Oui, je me souviens que, par exemple, la centrale à charbon du Havre, quand elle a fermé, il était question de dire, on va prendre les salariés de la centrale à charbon, puis ils vont travailler dans la nouvelle usine d'éolien en mer qui se construit au Havre, mais qu'à la fin, sur les 100 salariés de la centrale, il y en a peut-être un ou deux qui se sont retrouvés pour plein de raisons. Voilà. Et donc, alors qu'on est dans le secteur de l'énergie, on est dans un secteur industriel, alors, c'est pas exactement le même boulot, mais on peut penser que ça ressemble un peu. Et ça, c'est vrai que c'est une difficulté, mais c'est aussi une difficulté dans le temps. C'est-à-dire que c'est maintenant qu'on va fermer l'usine qui fait les pots d'échappement. Le temps que les usines qui font les batteries ou ce dont on a besoin pour les véhicules électriques se développent, là, il y a un laps de temps qui s'écoule. Et donc, c'est pas du jour au lendemain, on peut prendre quelqu'un, le former et il retrouve un job. Et comment on peut gérer cette temporalité-là ? Moi, je crois beaucoup quand je dis il faut vraiment avoir des projets territoriaux, c'est qu'il faut faire de la dentelle. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut savoir quelles sont les compétences individuelles, mais aussi collectives. Quand on a des entreprises complètes qui vont devoir changer d'activité, c'est de voir quelles sont les compétences que les uns et les autres ont, quelles sont les compétences collectives d'équipe qui peuvent être transposables vers une autre activité ou une autre entreprise. Aujourd'hui, le passage de l'entreprise A à l'entreprise B, ça n'existe pas. Aujourd'hui, on n'a aucun dispositif de ce qu'on appelle de sécurisation des parcours professionnels. Ça n'existe pas. Vous êtes dans l'entreprise A, on vous licencie, vous passez par la case chômage et vous vous formez, sachant que la formation des demandeurs d'emploi ne passe pas du tout par les mêmes tuyaux que la formation quand on est en emploi, ce qui est aussi une difficulté. Donc c'est ça qu'il faut réussir à inventer. Nous, on a proposé des dispositifs de sécurisation, des contrats de transition écologique, des contrats de transition professionnelle. Mais pour ça, il faut que, les employeurs jouent la transparence sur les activités de demain, et il faut qu'ils jouent l'anticipation pour que les salariés puissent se préparer et se projeter et se former pour pouvoir être prêts au moment venu. Oui, c'est important, je trouve, cette notion d'anticipation parce que, en fait, on voit à peu près dans 10 ans ce dont on aura absolument besoin, mais qui n'a pas encore complètement émergé aujourd'hui. Mais du coup, il n'y a pas beaucoup de salariés qui peuvent, au niveau individuel, se permettre, avoir le luxe de se dire, je vais me former dans mon coin pour un boulot qui sera très important dans quelques années. Et puis, il y a aussi parfois le sentiment qu'on envoie un peu des salariés, notamment dans l'industrie, sur des fausses pistes, en leur disant, vous inquiétez pas, ça va devenir un site qui va produire, de l'hydrogène, on va mettre plein de panneaux solaires. Et puis à la fin, on se rend compte que c'est des sites qui ont besoin de beaucoup moins de salariés et qu'une fois qu'on a perdu l'usine dans un territoire, en fait, on a un peu tout perdu, quoi. C'est-à-dire, ça va pas revenir et les sous-traitants, ils vont partir aussi. Et les commerces qui sont dépendants de cette usine, ils sont aussi perdus. Et donc ensuite, tout ça est très difficile à reconstruire. Mais il y a derrière, je trouve une question qui est aussi assez profonde, c'est que dans les scénarios de transition, on voit bien qu'il y a quand même un sujet autour de la production et de la consommation. De dire, en fait, une des raisons pour lesquelles on aimait beaucoup, c'est parce qu'en fait, on produit beaucoup et on consomme beaucoup. Et ça, est-ce que c'est pas une contradiction quand on est syndicaliste de se dire, en fait, finalement, le productivisme, la consommation, le pouvoir d'achat, qui sont souvent des notions qui ont été renforcées avec les 30 Glorieuses et tout ça, est-ce qu'on peut remettre en cause ça et se dire, en fait, il faut peut-être produire moins, mais il faut en même temps garder les emplois. Est-ce que c'est compatible ?
Oui, parce que nous, ce qu'on prône, c'est de produire mieux, en fait. Donc, c'est la question à la fois de la qualité de ce qui est produit et de la qualité des emplois. Et dans la question, par exemple, de l'adaptation au changement climatique, nous, on est aussi très partisans de la sobriété. Quand il s'agit de faire des économies d'énergie parce que le coût de l'énergie avec la guerre en Ukraine avait explosé, ça fait aussi partie du travail de syndicaliste de dire comment on permet à l'entreprise de consommer moins. Ça fait partie des bons réflexes qu'on doit aussi avoir au travail, à condition que ce soit discuté. Et malheureusement, c'est pas toujours le cas. J'ai en tête des collègues qui étaient dans une administration, une collectivité territoriale, et qui avaient découvert que l'administration avait décidé de couper le chauffage la nuit, et que ça ne redémarrait qu'aux heures d'accueil du public. Sauf que ça avait totalement zappé le fait qu'il y ait des agents qui venaient travailler 2 heures avant et qui se caillaient et qui n'avaient du coup aucune possibilité d'avoir des conditions de travail pour pouvoir faire leur boulot. Ça, c'est si à partir du moment où les choses sont claires, les choses sont dites et qu'elles peuvent être discutées, moi je suis convaincue qu'on embarque et les travailleurs, les travailleuses et aussi les citoyens. Dans parfois, les choix qu'il doit y avoir. Il peut y avoir un peu une contradiction ou une difficulté quand on est dans une entreprise dont une partie de l'activité économique contribue à émettre beaucoup de gaz à effet de serre. Pour que les salariés eux-mêmes se disent là, il faut peut-être renoncer à tel projet, par exemple. On a vu ça, par exemple, avec les salariés de Nestlé Waters qui disaient, on a trop à Vittel et à Contrexéville, on est trop allé chercher dans la nappe phréatique. Ou des fois des salariés, par exemple, de certaines banques qui disent, oui, on aimerait bien arrêter de financer les projets d'énergie fossile. Mais là, c'est pas toujours évident quand on s'engage de aller contre ce qui est aussi une source de revenus de l'entreprise et donc in fine du fait que les salariés aient des bonnes conditions de travail, des bons salaires, qu'ils puissent partir en vacances, tout ça. Non, c'est sûr que on est sur des choix très compliqués à faire, mais tous les jours. Et quand on est salarié de ce type d'entreprise, la question se pose. Elle se pose. Mais en même temps, je pense que les salariés, et ça c'est valable depuis quelques années, ça s'est accru depuis la crise Covid notamment, ils attendent aussi de leur entreprise d'avoir de la cohérence et un juste partage des richesses produites et une activité de l'entreprise qui soit pas complètement orthogonale avec ce qui peut être prôné et de ce que les entreprises doivent aussi la façon dont elles doivent s'engager dans la lutte contre le réchauffement climatique. Donc moi je suis pas pessimiste sur le fait que les salariés vont être à tout craint contre les évolutions de leur entreprise qui sont nécessaires. C'est pas forcément leur façon de voir les choses, qu'ils soient face à des choix cornéliens, ça c'est sûr, mais je dirais que ça fait partie de la vie. Et vous avez en tête des endroits dans lesquels il y a eu ce type de débat, des entreprises qui ont été secouées un peu par cette question-là ? J'avais accompagné, j'étais allée voir une équipe syndicale chez Airbus qui fabrique donc des avions et qui est un secteur particulièrement concerné par les émissions de gaz à effet de serre. Et l'équipe CFDT, elle a décidé de faire campagne sur la transition écologique justement en se disant pour ne pas se sentir mis au banc de la société, d'atténuer aussi les clivages en entreprise et hors entreprise. Nous, on veut faire évoluer l'entreprise de l'intérieur et voir justement comment on peut accompagner les salariés vers une transition de l'activité de cette industrie. Comment on peut être partie prenante dans les éléments de recherche et d'innovation et comment on peut aussi porter un discours qui soit plus compatible avec la lutte contre le réchauffement climatique. Alors justement, c'est une question qui revient assez souvent de la part des auditrices et des auditeurs de Chaleur Humaine qui disent moi je suis salarié, j'aimerais bien savoir ce que je peux faire à l'échelle de mon entreprise pour agir pour la transition. Est-ce que vous avez des exemples ou des pistes de choses concrètes qui se font dans des entreprises et qui peuvent donner des idées à d'autres ? Moi, je suis convaincue qu'il y a une envie d'engagement, il y a des espaces d'engagement dont les salariés et les agents dans les fonctions publiques aussi peuvent investir.
Nous, on est partisans du dialogue à tous les étages, donc et la capacité d'avoir, le pouvoir s'engager sur le dialogue social dans les entreprises. Il y a à la fois pouvoir s'engager dans le cadre des instances du personnel. Je pense que c'est extrêmement important d'avoir des délégués qui puissent questionner les entreprises sur leur stratégie. Ça fait partie des prérogatives des représentants du personnel, donc et pas uniquement on nous présente 3 PowerPoint en expliquant qu'on va faire ci ou qu'on va faire ça. C'est aller les challenger autour de la question il y a la question de économique, ok, il y a les questions sociales et maintenant il y a les questions environnementales. Et ça c'est un vrai levier qu'il faut développer. Et puis alors nous, organisation syndicale, c'est aussi de dire on est un espace d'action et un espace d'engagement. On a adopté un manifeste pour la transition écologique juste il y a quelques mois pour remettre à plat tout ce que l'on porte en termes de revendications. Et puis on en fait maintenant un outil pour tous les adhérents et les adhérentes qui ont envie de s'engager sur ces questions. C'est pas forcément prendre un mandat dans l'entreprise, ça peut être dans mon entreprise, je suis dans une section et j'ai envie de m'occuper des questions de transition écologique juste. C'est par exemple donner un coup de main sur la façon dont on propose des activités sociales et culturelles avec une empreinte carbone moindre. Voilà, ça fait partie des possibilités de s'engager pour la restauration collective dans mon entreprise. Comment je m'organise comment je contribue à faire qu'on soit dans des circuits courts, locaux, bio, pour une question de santé alimentaire. Enfin, il y a plein de choses à faire. Et je pense que c'est de la responsabilité des organisations syndicales aussi de changer un peu leur façon de proposer d'autres choses. Est-ce qu'il y a des lieux ou des secteurs qui vous semblent particulièrement avancés dans cette question-là, des gens qui ont développé des idées intéressantes sur les questions de mobilité, d'alimentation, Ouais, il y a des alors sur les questions de mobilité, il y a plein d'initiatives locales qui permettent par exemple en dehors des entreprises de réunir des délégués CFDT, des adhérents CFDT qui ont envie de travailler par exemple sur un plan de déplacement dans inter-entreprise quand on est salarié d'une boîte de 30 ou 40 salariés. On n'a pas forcément l'espace ou les moyens d'organiser quelque chose en interne dans sa boîte, mais on se rend compte que quand on est dans une zone d'activité et qu'il y a 5-6 entreprises, on se rend compte qu'on a des collègues CFDT dans les autres entreprises, on peut se réunir et ouvrir, demander à pouvoir discuter de ces questions. Et en général, les employeurs, ils voient aussi un intérêt, donc ça, c'est tout bénef. On a des secteurs d'activité, une fédération chez nous, Conseil Communication Culture, qui a lancé un réseau qui s'appelle les Sentinelles Vertes. C'est à peu près plusieurs centaines d'adhérents qui ont envie de s'engager sur ces questions et qui lancent un webinaire pour accompagner justement les élus sur les activités sociales et culturelles. Et donc, on va leur proposer un accompagnement sous forme de webinaire. C'est Week-end à Rome, tous les 200 personnes. C'est comment je peux proposer des offres qui ont une empreinte carbone et comment on peut encourager aussi des offres, des séjours, par exemple, des voyages avec des tarifs plus intéressants quand il y a un effort sur une diminution de l'empreinte carbone, par exemple. Et je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure sur la question démocratique, c'est-à-dire en quoi le fait d'avoir plus de place pour des représentants du personnel à différents niveaux de décision, en quoi ça c'est lié à la transition climatique. Ça apparaît pas forcément évident. Les salariés ils pourraient aussi décider en étant dans des conseils de surveillance que c'est super de continuer à polluer. Enfin, c'est pas forcément corrélé, non? L'intérêt d'avoir des représentants, c'est de mettre les questions de travail en fait au cœur des décisions. Et c'est les questions sociales, les questions de travail, mais c'est aussi pouvoir intégrer. Et il y a souvent, face aux enjeux économiques, une considération des questions sociales et environnementales comme des variables d'ajustement. Et le fait d'avoir des représentants du personnel, notamment sensibilisés aux questions environnementales, c'est de porter de concert les enjeux sociaux et environnementaux, en disant ce ne sont pas que des variables d'ajustement. La question sociale, lorsqu'il s'agit de fermer un site, ça n'est pas, on n'appelle pas juste les syndicalistes comme des pompiers pour gérer la situation de crise. Et c'est justement de porter un regard qui souvent est nouveau, si on prend par exemple des conseils d'administration, où la question du travail réel, elle est posée comme étant un des enjeux à prendre en compte dans les décisions.
Est-ce qu'il n'y a pas une difficulté à être syndicaliste et à se mettre sur ces questions-là? C'est-à-dire les syndicats, ils souffrent aussi dans une partie de la population d'une méfiance. Je suis bien placé pour en parler, je suis journaliste et je pense que les gens se méfient encore plus des journalistes que des syndicalistes. Ouais, je confirme. mais néanmoins, je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent se sentir intéressés ou mobilisés sur ces questions-là et qui se disent pas en fait le syndicat c'est le bon interlocuteur pour ça parce qu'en fait il est identifié comme défendant le travail tel qu'il est aujourd'hui et pas forcément tel qu'il sera demain. Oui, ça c'est probablement l'image commune du syndicaliste et du syndicalisme en général et tout l'enjeu pour la CFDT aujourd'hui en 2024, c'est de dire mais ça fait longtemps qu'on s'occupe de ces questions. Moi j'ai souvenir d'avoir vu des contributions de la CFDT en 2007 au Grenelle de l'environnement. On a écrit un livre qui date maintenant, 1977, sur les dégâts du progrès, où on parlait de la question de la préservation des ressources naturelles. Donc, c'est pas un sujet nouveau. Je pense que c'est un sujet sur lequel on n'est pas suffisamment audible et visible. Mais ça, c'est aussi à nous, syndicalistes, de prendre les choses un peu peut-être différemment. Et puis, je pense que ce qu'il faut, c'est surtout offrir de nouveaux espaces d'engagement. Et c'est tout l'enjeu de pouvoir aussi mobiliser nos adhérents et nos adhérentes. On est une organisation importante. On est, nous, à plus de 630 000 adhérents et adhérentes. Et je pense que c'est une force de mobilisation incroyable. Donc, c'est à nous aussi de revoir nos fonctionnements pour pouvoir faire aussi plus de place à ces personnes qui ont envie de s'engager. Vous l'avez dit, la question du travail, elle n'est pas toujours prise en compte quand on parle de transition. Qu'est-ce qui, malgré tout, vous permet de garder espoir qu'on va dans la bonne direction ? Moi, c'est la force d'engagement et l'envie de faire en collectif. On a des réseaux de personnes militantes engagées sur ces questions, qui sont convaincus que le syndicalisme peut être utile et doit s'investir. Et en fait, notre réseau des Sentinelles Vertes, elle ne fait que croître. Et ça intéresse beaucoup les plus jeunes générations aussi. Et quand on est syndicaliste, c'est bien d'attirer les jeunes. Alors, je voudrais pas vous laisser repartir sans vous demander comment vous vivez cette transition à un niveau plus personnel. Est-ce qu'il y a des pratiques que vous avez changées dans votre vie ces dernières années en réfléchissant à ces questions-là, par exemple sur le fait de prendre l'avion ? Ouais, moins d'avions, moins de voyages personnels aussi. En famille, on s'est tenu, on se tient à une règle de pas prendre l'avion plus d'une fois tous les 5 ans. Voilà, ça fait partie des choses qu'on a adapté. Je suis aussi, je mange beaucoup moins de viande aussi. Voilà, c'est aussi par goût, mais. Est-ce qu'il y a autre chose, d'autres réflexions que vous avez pu avoir sur vos pratiques personnelles, sur la transition dans d'autres domaines que l'alimentation ou le transport ? Alimentation, transport, énergie. Oui, faire attention aussi sur la question de la sobriété dans chez moi, le fait de pouvoir aussi le porter collectivement. Moi, je suis en appartement. Quand on est dans une copropriété et qu'il faut coordonner des voisins qui ont tous envie d'avoir un degré de chauffage différent, c'est aussi intéressant de pouvoir le traiter aussi là. Est-ce que sur ces questions-là, il y a quelque chose qui vous énerve particulièrement, qui vous hérisse, un truc, ça vous fait dresser les cheveux sur la tête, vous dire ça vous vous dites ça devrait pas être possible, une action, une expression, une manière de dire les choses ? Alors la phrase que je ne supporte plus, c'est qui aurait pu prévoir. Je pense qu'on l'a entendu 1000 fois et en fait ça me rend dingue. Ouais, je pense que c'est beaucoup de politiques qui l'ont repris cette expression et je trouve que c'est totalement hypocrite et c'est en plus prendre les Français et les Françaises pour des imbéciles. Est-ce que il y a un livre, un film, une bande dessinée, une œuvre de fiction qui vous a influencé sur ces questions-là ou que vous aimeriez partager ? Alors moi, des œuvres que j'ai particulièrement aimées au prisme de ces enjeux de changement climatique, c'est certains dessins animés de Miyazaki qui est très engagé sur ces questions écologiques. Et regarder Princesse Mononoke ou Le Voyage de Chihiro au prisme de ces évolutions du monde du vivant qui nous entoure, c'est à la fois poétique, assez réaliste, et ouais, je trouve que c'est des
c'est très inspirant. Merci Marie-Lise Léon. Merci beaucoup. Cette conversation avec Marie-Lise Léon m'a fait pas mal réfléchir. D'abord parce que c'était la première fois que je recevais dans Chaleur Humaine une responsable syndicale. Et je me suis rendu compte pendant la conversation que c'est pas du tout la même chose que de recevoir un expert ou un scientifique. Évidemment, elle défend son rôle et son organisation, mais je crois que du coup je me suis senti moins à l'aise que d'habitude dans cet exercice. Et j'imagine que ça s'entend un peu. Ça me fait d'ailleurs réfléchir à la bonne manière de faire intervenir dans Chaleur Humaine des gens qui décident, que ce soit des responsables politiques et des dirigeants économiques, associatifs ou syndicaux, pour leur demander ce qu'ils font pour la transition. Et d'ailleurs, si vous avez une opinion là-dessus ou des idées d'invités, je serais ravi d'entendre ce que vous avez à dire sur le sujet. Mais je retiens quand même pas mal de choses de cette conversation. Et la première, et qui me semble très importante, c'est cette question de la formation des salariés. On en avait parlé ici dans un épisode précédent avec la sociologue Dominique Méda. Il faut à la fois des formations au niveau individuel et au niveau collectif. Et ça, c'est pas facile à manier. C'est comme si on devait à la fois faire de la dentelle et du gros œuvre. Et Marie-Lise Léon, elle a raison de dire qu'aujourd'hui, on ne s'y attaque pas vraiment. Pourquoi on ne pourrait pas prendre en charge collectivement des milliers de salariés du secteur polluant pour les former à des métiers de la transition ? Bien sûr, ça veut dire qu'il faut leur proposer une feuille de route claire, un niveau de salaire équivalent dans des territoires qui sont proches. Et je vois pas bien quelles entreprises seraient prêtes à le faire sans beaucoup d'aide et pas mal de contraintes. Le deuxième élément qui me reste en tête, c'est que les salariés peuvent faire plein de choses à l'échelle de leur entreprise. Et les exemples que cite Marie-Lise Léon sont nombreux. Négocier des accords pour l'adaptation des conditions de travail au climat qui changent, c'est déjà possible aujourd'hui. Peser pour changer les pratiques de transport dans l'entreprise, sur le renouvellement de la flotte de véhicules par exemple, bosser sur les menus de la cantine ou le choix des voyages du comité d'entreprise, tout ça, ça existe et c'est possible de le faire. L'étape suivante, et c'est plus difficile, c'est d'arriver à influencer les choix stratégiques de l'entreprise pour batailler contre des projets polluants ou qui ont un impact climatique négatif. Et pour ça, les syndicats sont un outil à la fois essentiel parce que ce sont leurs élus qui siègent dans les instances, mais en même temps, c'est vrai que pendant longtemps, les dirigeants syndicaux, ils n'en avaient pas grand-chose à faire de ces questions-là. Mais on voit que ça change, que ce soit à la CFDT ou à la CGT ou dans des organisations comme la FSU dans l'éducation nationale par exemple. C'est là aussi un terrain où il est possible d'agir et d'obtenir des victoires climatiques à son échelle. Le troisième point, et c'est pas le plus facile, c'est que je crois qu'il faut garder en tête que ces contradictions, ces frictions entre la transition climatique et le monde du travail, elles vont être de plus en plus importantes. Et ça va pas toujours bien se passer. De plus en plus, des salariés risquent de se retrouver dans des situations où, il va y avoir un impact négatif sur eux, comme la fermeture d'une usine ou la dégradation de conditions de travail, tout ça au nom de politiques climatiques ou d'impacts environnementaux à venir. Pendant longtemps, les organisations écologistes étaient un peu nulles sur le sujet, voire considéraient que c'était pas si grave, quelques emplois vont être supprimés par-ci, mais d'autres vont être créés par-là. Là aussi, on voit que ça avance, et depuis quelques années, il y a de plus en plus de conversations entre des organisations syndicales et des associations environnementales, et je crois que ça, c'est vraiment une bonne chose. Parce qu'il faut aussi admettre que dans ces transformations, ça va pas être parfait. C'est un chemin semé d'épines et il faut se le dire sincèrement plutôt que d'essayer de vendre du rêve en disant que tout le monde va avoir tout de suite un boulot génial qui sera bon pour le climat et bon pour le salaire. Là aussi, il faut un peu pousser les murs et faire travailler ensemble des gens qui n'y sont pas très habitués. C'est encore timide, mais je trouve que ça avance un peu. Un dernier point, plus politique peut-être. Ce que défend Marie-Lise Léon, c'est une approche de négociation au sein de l'entreprise, de victoire obtenue par petits pas, et je trouve ça chouette parce que c'est très pragmatique. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser que dans certains secteurs, les conflits vont forcément devenir plus durs. Que va-t-il se passer dans 10 ou 15 ans pour les salariés d'Airbus ou de Total Energy si leur direction continue sur la même trajectoire, à ne pas s'engager dans des politiques sérieuses de transition ? Est-ce que les crispations ne risquent pas de devenir plus grandes ? Sur ce sujet, comme sur tous les autres, je suis comme toujours preneur de vos idées et de vos avis à l'adresse chaleurhumaine@lemonde.fr. Merci infiniment d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode de Chaleur Humaine, un podcast de la rédaction du Monde. Cet épisode a été produit par Cécile Cazenave, réalisé par Florentin Baume, et c'est Amandine Robillard qui a composé la musique originale.
Si vous êtes encore là, je vous remercie aussi de vous être inscrites nombreuses et nombreux au Théâtre de la Ville pour le premier Festival des idées chaleur humaine. Il reste encore quelques places sur le site du Monde, rubrique Atelier, à Paris ou en visio. On y parlera de solutions à la fois chouettes et sérieuses pour faire face aux défis climatiques, comme quoi c'est possible. Alors n'hésitez pas si le cœur vous en dit, c'est le samedi 14 septembre l'après-midi. Toutes les infos sont sur le site du Monde, rubrique Atelier, ou directement sur le site du Théâtre de la Ville. Si vous êtes encore là, prenez le temps de m'écrire pour me dire si cet épisode vous a donné envie de devenir délégué syndical climatique, ça pourrait exister, de changer de boulot ou d'en parler avec vos collègues. Comme toujours, vous pouvez m'envoyer critiques, avis et une bonne salade de betteraves rôties aux poires et aux pignons à l'adresse chaleurhumaine@lemonde.fr. Et si vous en avez marre des emails, vous pouvez m'écrire par courrier au journal Le Monde, 65 avenue Pierre Mendès France, 75 013 Paris. Et si vous préférez parler, vous pouvez me laisser un message vocal au 06 99 89 79 82 par WhatsApp, Signal ou Telegram. C'est bien le 06 99 89 79 82. Je mets très longtemps à répondre, c'est vrai, mais je lis tout et je vous écoute et j'essaye de répondre le plus rapidement possible. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre application favorite, vous pouvez le partager à vos amis ou ajouter des commentaires et des étoiles. Je vous laisse avec la recette la plus facile de l'hiver, le confit de potimarron. Moi j'adore. Vous coupez un beau potimarron en petites tranches, une dizaine de pommes de terre en tranches tout aussi grossières et vous arrosez le tout de 500 g de tomates concassées, tout ça dans un plat à gratin. Vous laissez au four pendant plus d'1 heure et ça vous fait un gratin facile et légèrement sucré qui marche avec les enfants de tout âge, en tout cas chez moi. Moi, j'aime bien y ajouter un oignon ou deux et un peu d'ail, mais c'est une recette très libérée, délivrée, alors vous faites comme vous voulez. Merci encore 1 million de fois de votre écoute et de votre intérêt. Bravo d'être resté jusque-là et à bientôt.